Bonjour, on est des étudiants de Cégep de Drummondville en soins infirmiers. Puis on a décidé aujourd'hui de vous faire une présentation sur la schizophrénie. Moi, je m'appelle Ariane. Moi, c'est Julien. Cédric. Moi, c'est Naomi. Alexandra. Anthony. Et ce qui va suivre, c'est un PowerPoint sur la schizophrénie. Bonne écoute! La schizophrénie. Alors, la schizophrénie touche 1% de la population. Et dans ces 1%-là, 20% qui sont touchés, c'est des enfants, puis 80% c'est des adultes. Sous médication, 10 à 15% de ces personnes fonctionnent très bien en société. C'est pas mal égal entre les femmes et les hommes, mais les manifestations cliniques sont toujours plus graves chez l'homme. Mais qu'est-ce que la schizophrénie? La schizophrénie, c'est un groupe de troubles apparentés dont la gravité et les symptômes varient d'une personne à l'autre. Elle cause des perturbations de la pensée, des perceptions, des fonctions cognitives, de l'humeur et de la motivation. Elle est considérée comme un trouble psychotique car les personnes qui en sont atteintes ont des périodes de perte de contact avec la réalité. Physiopathologie et étiologie. La schizophrénie s'explique par une multitude de facteurs qui influent sur la vulnérabilité ou le stress. Dont les facteurs biologiques, on peut retrouver des facteurs héréditaires, des facteurs génétiques, biochimiques, structureux ou endocriniens. Dans les facteurs environnementaux, on retrouve l'exposition au virus, par exemple lors de la grossesse, des maladies ou des traumatismes, l'abus de substances, le stress, la culture, ou l'apparition est plus aiguë aussi dans les pays en voie de développement. La schizophrénie se présente en 3 phases. La phase prémorbide, la phase prodromique et la phase psychotique. Dans la phase 1, des légères déficiences sociales, motrices et cognitives se manifestent durant l'enfance et l'adolescence. Certaines personnes ont un fonctionnement prémorbide normal. La phase 2, il s'agit des premiers signes avant-coureurs qui apparaissent. Elle peut durer de 2 à 5 ans, survient souvent entre 15 et 25 ans et la personne commence à se désintéresser de ses activités habituelles, de ses amis et de sa famille. Elle a de la difficulté à se concentrer. Elle a une sensation d'indifférence et d'apathie, une hygiène négligée, un manque d'initiative, d'intérêt ou d'énergie. Et les symptômes psychotiques vont souvent apparaître à la fin de cette phase. Dans la phase 3, qui est divisée en 3 parties, il y a la phase aiguë, où les symptômes positifs comme des idées délirantes ou des hallucinations sont présents, avec aussi des symptômes négatifs comme l'apathie et l'avolition. Ensuite, on a la phase d'entretien qui dure de 6 à 8 mois après le traitement de la phase aiguë, où les symptômes sont présents mais moins intenses. L'état et le fonctionnement se stabilisent 5 à 10 ans après l'apparition de la maladie. Dans la phase stable, les périodes de rétablissement, c'est la période de rétablissement, bien que certains symptômes peuvent persister ou rester présents sous une forme plus bénigne. Les manifestations cliniques. Tout d'abord, il y a les 4 A de Bleuler. Le premier est l'affect, l'ambivalence, ensuite la pensée autiste et puis le relâchement des associations. Les symptômes positifs régissent bien à l'hospitalisation, à la médication stimulée réduit et à une thérapie interactive. Ils sont souvent transitoires. On y retrouve des hallucinations. Elles peuvent être auditives, visuelles, olfactives, et ainsi de suite. La personne peut avoir des idées délirantes, que ce soit de grandeur, de persécution, de référence. Elle aura un comportement bizarre, socialement et sexuellement, entre autres. La personne développera un trouble de la pensée formelle non déficitaire. Les signes négatifs sont présents durant toutes les phases de la maladie. Elle répond plus difficilement à la médication et plus invalidant à long terme. Il y a de l'apathie et de l'avolition, une allergie ou une pauvreté du discours, une anédonie et un retrait social, un affect plat ou émoussé. Les troubles cognitifs comprennent une réduction de l'attention, une vitesse du traitement de l'information altérée, un déficit des fonctions exécutives, un manque de jugement. Dans les troubles dépressifs, on y retrouve l'anxiété, dysphorie et un risque suicidaire.
Les examens paracliniques comprennent l'IRM et la tomographie par émission de positrons, soit le TEP. Les antipsychotiques de première génération sont le clopixol acufase, clopixol dépôt, Albdol et Modécate. Dans les antipsychotiques de deuxième et troisième génération, on y retrouve Abilify, Clozaril, Invega, Nosina, Risperdal, Seroquel, Zeldox et Zyprexa. Le pronostic. Les gens atteints meurent environ 25 ans plus tôt. 40 à 60% tentent de se suicider et dont 10% meurent par suicide. Les facteurs qui augmentent le risque du suicide est le jeune âge, les antécédents de statut socio-économique élevé, l'apparition précoce du trouble, les multiples rechutes et la dépression grave. Les facteurs qui aident à un meilleur résultat ou un meilleur pronostic est le sexe féminin, aucun antécédent familial de schizophrénie, un bon fonctionnement social, un QI supérieur à la moyenne, être marié, l'apparition tardive de la maladie, aucun facteur de comorbidité et la prédominance des symptômes positifs. La psychothérapie. Il y a la psychothérapie cognitivo-comportementale. Ça, c'est pour aider le client à utiliser ses habiletés d'adaptation et le soutenir quand il fait un effort pour traiter ses symptômes. On a aussi le conditionnement opérant. Ça, c'est pour renforcer les comportements désirables afin de favoriser la répétition de ceux-ci. Il y a la thérapie individuelle. Ça va viser à aider le client à atteindre et maintenir une stabilité clinique par la prise de médication, la participation des proches et le soutien psychologique. On va avoir une thérapie de groupe. Ça va être utile pour la gestion à long terme de la maladie. C'est une occasion aussi propice pour un entraînement aux habiletés sociales et à l'affirmation de soi. On a la thérapie par le milieu. Ça, c'est pour faciliter l'insertion de la communauté comme un offre à un abri, protection ou soutien. Ou sinon, thérapie familiale. Ça, c'est dans le but de diminuer le risque de rechute, favoriser l'adhésion au traitement et une diminution des hospitalisations par l'éducation, le soutien ou la formation des proches du client. Pour les autres traitements, on a des interventions particulières de réadaptation psychosociale ou l'ergothérapie. Les sous-types de la schizophrénie. On a la schizophrénie de type paranoïde. Ça apparaît généralement vers 20 ou 30 ans. Ça se caractérise par des symptômes positifs et par divers symptômes négatifs. La personne atteinte est souvent tendue et demeure sous ses gardes. Elle peut se montrer agressive et colérique. Elle présente des idées délirantes de persécution ou de grandeur avec un thème récurrent. Ça génère de l'anxiété, de la suspicion, de la colère, de l'hostilité, un comportement violent. Elle présente également des hallucinations auditives courantes et liées au thème délirant. L'interaction avec les autres est rigide, intense et maîtrisée. Il y a aussi la schizophrénie de type désorganisé. Ça apparaît durant la puberté. Ça se caractérise par une désintégration importante de la personnalité. La personne va avoir un discours désorganisé, l'incohérence et une association par assonance. Elle va avoir un comportement désorganisé et bizarre. La personne atteinte, elle est repliée sur elle-même et est inadaptée socialement. Elle va avoir de nombreuses anomalies cognitives et psychomotrices. Elle a une apparence et une hygiène négligée. Elle a une incapacité à accomplir ses AVQ si une personne ne le rappelle pas. Elle présente des symptômes négatifs tels qu'un affect émoussé ou abrasé ou inapproprié, avolition, apathie et anédonie. Le pronostic est peu favorable dû aux antécédents prémorbides, précoces, d'adaptation déficiente, les symptômes négatifs résiduels et déficiences cognitives. Il y a aussi la schizophrénie de type catatonique. Ça, c'est une apparition soudaine. Ça va se caractériser par une perturbation intense sous forme de stupeur ou d'une surexcitation. Elle va avoir des manifestations psychomotrices qui sont le maniérisme, l'immobilité, le mutisme, le négativisme démesuré. La personne atteinte manifeste une rigidité musculaire appelée flexibilité cireuse. Elle nécessite une surveillance étroite pour l'empêcher de se blesser ou de blesser les autres. L'état de stupeur est presque un état végétatif, donc il y a un risque de souffrir de malnutrition ou inanition. L'immobilité ou des postures bizarres entraînent des risques de plaies, de pression, de constipation et de pneumonie de stase. Les idées délirantes persistent souvent pendant toute la période de repli sur soi. Le pronostic pour celui-là, il va varier selon l'âge, puis un bon réseau de soutien peut aider au rétablissement. On a aussi la schizophrénie de type indifférencié.
satisfait au critère A de la schizophrénie, mais ne satisfait pas clairement au critère de diagnostic des autres affections. Elle va avoir des manifestations psychotiques extrêmes comme des idées délirantes fragmentées, hallucinations vagues, comportements bizarres et désorganisés, désorientation et incohérence. La personne va avoir un affect généralement inapproprié. Il n'y aura pas de symptômes catatoniques. Il va avoir une apparition aiguë de comportements excités. Certains présentent un mélange de symptômes négatifs et positifs. Les symptômes prodromiques mettent des années à apparaître. Le pronostic est défavorable dans ce cas-là à cause de la chronicité. Ça comprend des épisodes d'exacerbation et de rétablissement. Il y a la schizophrénie de type résiduel. La personne a au moins un épisode aigu de schizophrénie et ne présente plus de symptômes positifs évidents, mais certains symptômes négatifs présents. Il va y avoir une absence d'idées délirantes manifestes, des hallucinations, un discours désorganisé, un comportement grossière, désorganisé ou catatonique. Il va y avoir une persistance d'éléments de la maladie. Elle peut persister pendant des années, avec ou sans exacerbation, ou diminuer jusqu'au rétablissement complet. Lorsqu'elle est chronique, il y a un léger relâchement des associations de pensées illogiques, de l'émoussement émotionnel, un retrait social et des comportements excentriques. Le pronostic est varié et imprévisible. Ça va dépendre des antécédents prémorbides du client et de la qualité du réseau de soutien. Les autres troubles psychotiques. Troubles schizophréniformes ne se distinguent de la schizophrénie que par la durée. Au moins 1 mois dans moins de 6 mois. N'entraîne pas de dysfonctionnement social ou professionnel. Il y a le trouble schizoaffectif, qui inclut un désordre de la pensée et un désordre affectif. Il y a des graves changements d'humeur de type maniaque et dépressif majeur ou mixte et des symptômes psychotiques. Les symptômes psychotiques persistent pendant au moins 2 semaines en l'absence d'un désordre affectif. Les 2 extrémités du spectre émotionnel augmentent les risques de suicide ou autres comportements impulsifs. La difficulté du rétablissement et de la gestion de la maladie réside dans l'apprentissage des vulnérabilités, de la rechute et la reconnaissance des exacerbations dès le début. Merci Naomi. Trouble délirant. Présence d'idées délirantes non bizarres qui peut sembler plausible et qui persistent au moins 1 mois sans causer de déficience évidente du fonctionnement. Les idées délirantes persistantes entraînent souvent de la tristesse, du chagrin, de l'irritabilité et des problèmes juridiques. Il est important de connaître les croyances culturelles et religieuses pour avoir un point de référence et déterminer la nature de sa conviction. L'évolution est variable. Type de trouble délirant. On a l'érotomaniaque. C'est un effort pour communiquer avec la personne qui est l'objet du délire jusqu'à devenir du harcèlement. Mélagomanie. Thème grandiose dans lequel la personne atteinte croit qu'elle a un grand destin. De jalousie. Le thème est que le ou la partenaire sexuel du sujet est infidèle. Il est axé sur la jalousie sans preuve qui définit toute logique et entraîne souvent un grave conflit dans les relations car il veut détruire l'autonomie de l'autre. Il y a aussi de persécution. La personne peut croire qu'elle a été droguée, qu'on l'espionne ou la harcèle. Elle peut demander réparation en faisant appel aux forces policières, à recourir à des actions juridiques ou agir de manière violente. C'est le trouble psychotique le plus populaire. Somatique. Le thème est que la personne est atteinte d'une imperfection physique ou d'une affection médicale générale. Elle ne peut admettre la possibilité que la maladie redoutée ne soit pas présente ou qu'elle ait une vision faussée de son aspect physique. La mixte. Plusieurs types d'idées délirantes, mais aucun thème prédominant. Nous pouvons également trouver dans la schizophrénie le trouble psychotique bref. C'est une dans ce trouble, la perturbation persiste au moins 1 jour, mais moins d'1 mois avec retour complet au degré de fonctionnement prémorbide. Il peut avoir des idées délirantes, de l'hallucination, un discours désorganisé ou un comportement complètement désorganisé ou catatonique.
Il est non associé à l'abus de substances, mais peut être lié à un agent stressant. Il atteint généralement de jeunes adultes avec un risque élevé de suicide car le jugement est déficient, les perturbations perceptuelles et désorganisation cognitive. Il comprend également le trouble psychotique partagé, aussi appelé folie à deux. C'est un contexte de relations proches. Une personne peut partager une idée délirante avec une autre personne déjà atteinte d'un trouble psychotique délirant. À l'exception de cette idée délirante, le degré de fonctionnement reste intact. Il touche plus les femmes que les hommes. Il comprend également le trouble psychotique dû à une affection médicale générale. La psychose peut être le premier symptôme clinique, par exemple une forte fièvre causée par une infection rénale, peut provoquer des hallucinations, de la confusion, de la désorganisation ou un comportement agressif ou bizarre. Un AVC, un déséquilibre électrolytique, du lupus érythémateux, disséminé, une hypoxie, une encéphalite et une hypoglycémie peut aussi prendre des formes de psychose. Il comprend également le trouble psychotique induit par une substance. 80% des schizophrènes sont toxicomanes et 75% sont dépendants à la nicotine. La nicotine corrige certaines anomalies neurophysiologiques et atténue des effets indésirables des antipsychotiques. Les autres dépendances les plus fréquentes sont l'alcool, le cannabis, la cocaïne, les amphétamines. La résolution peut prendre des semaines ou des mois. Certains médicaments peuvent déclencher un épisode psychotique. Les symptômes principaux sont des hallucinations et des idées délirantes. Ces substances sont souvent consommées chez les schizophrènes comme automédication. Dans le trouble psychotique non spécifié, diagnostic fait lorsque le professionnel de la santé ne dispose pas de données suffisantes pour déterminer si les symptômes psychotiques sont attribuables à une substance ou à une affection généralisée ou s'ils sont primaires. Les comportements psychotiques dont les facteurs connexes sont peu connus peuvent être qualifiés de non spécifiés. Dégager les interventions et surveillance infirmière. D'établir une relation thérapeutique basée sur la confiance. Une attitude empathique et de respect basée sur la confiance. S'intéresser aux besoins, pensées, valeurs, émotions et goûts du client. Si le client présente des hallucinations auditives, cherchez à comprendre ce qu'il vit relativement à ces hallucinations, les effets des hallucinations sur lui et sur ses émotions, comment il l'empêche d'établir des interactions satisfaisantes avec son environnement, susciter l'espoir relié aux ressources disponibles. Faire une collecte de données. Déterminer si le client présente des idées délirantes. Évaluer les activités et les autosoins. Évaluer la vie sexuelle. Évaluer les comportements à risque. Favoriser l'autonomie. Encourager à procéder à son hygiène personnelle. Établir un horaire et des objectifs clairs et réalistes. Mener une entrevue chaque jour en utilisant un langage précis et concret. Féliciter le client pour ses perceptions fondées sur la réalité. La réduction ou l'arrêt de ses comportements agressifs ou de son passage à l'acte. Ces interactions sociales appropriées et participation au groupe. Déterminer les forces et les limites du client et les inclure au plan de soins. Inviter le client à faire appel à son réseau de soutien, au besoin. Gérer l'environnement et favoriser les relations interpersonnelles. Réduire les stimuli environnementaux. Permettre des périodes de repos fréquents et des interactions brèves. Faire des activités de groupe non stressantes ou menaçantes. Agir comme un modèle de comportement social. Offrir une protection aux clients, à ses proches et aux autres. Connaître les situations qui provoquent la colère, l'agressivité et la violence chez le client. Surveiller le contenu du discours, éviter le blâme, la confrontation et les taquineries. Laisser de l'intimité au client et respecter ses limites. Enseignement à la clientèle. Gestion des hallucinations et des idées délirantes. S'occuper, une attitude positive, éviter de consommer de l'alcool ou des drogues, de l'exercice physique, écouter de la musique avec des écouteurs, fredonner, parler aux autres, utiliser des bouchons. Gestion du stress. Déterminer les agents stressants, concevoir un plan d'action pour les maîtriser, et des méthodes de relaxation. Prévention des rechutes. Encourager à participer au groupe de soutien, demander de l'aide à un intervenant de l'équipe traitante, connaître les signes et symptômes de la maladie,
connaître l'importance de l'adhésion au traitement et de l'utilisation continue des services de soutien après le congé. Déterminer les facteurs susceptibles de déclencher une rechute, reconnaître les signaux d'alarme, informer le client et ses proches de la conduite à tenir dès l'apparition d'une chute. Maîtrise des phases aiguës. Cet enseignement est à faire aux proches du client. Utiliser des stratégies de communication différentes, déterminer les champs d'intérêt et les forces du client, ne pas s'obliger à écouter le client, éviter de parler du client comme s'il n'était pas là, faire preuve de confiance et de compréhension empathique. Effets secondaires possibles des antipsychotiques. Donc, merci de nous avoir écoutés. Vous êtes maintenant outillés sur les différents points de la schizophrénie. Merci.